Il y a 2 semaines exactement, on recevait sur le plateau M. Alexandre Warnette. On a parlé de climatisation, puis tout ce qui s'en venait à Laval. On a su aussi que Laval, j'ai entendu ça hors onde, qu'on avait obtenu le plus gros budget pour pouvoir travailler là-dessus. C'était trop court. On a décidé de refaire venir M. Alexandre Warnette pour expliquer en un gros 30 minutes tous les enjeux. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je trouve ça vraiment important. Puis depuis que vous êtes parti, on a déjà commencé à changer des affaires parce que quand on lit les documents qu'il y a et toute l'organisation qu'il y a, là, c'est tout ce qu'il y a, les montants d'argent aussi, là, c'est phénoménal. Là, c'est vraiment grave. Et en même temps, c'est important. Là. Ah ben absolument. Ben d'abord, merci beaucoup de me recevoir à nouveau. Là, c'est vraiment... Je le fais pour les auditeurs parce qu'il faut absolument qu'on soit au courant de l'implication de Ville de Laval dans ce changement-là, dans les orientations que la Ville apprend. Tout à fait, parce que c'est effectivement les changements climatiques puis la perte de biodiversité, là, c'est deux crises, mais il faut les voir ensemble. C'est l'affaire de tous. Hein. La Ville joue un rôle de leader climatique, mais on veut que l'ensemble de la population le fasse aussi nos organisations, nos industries, nos commerces, donc qu'on soit tous ensemble là-dedans. Puis, dans cette grande annonce du plan climatique, parce que c'est ça qu'on a dévoilé là, il y a un mois à peine, on s'attaque à la fois à réduire nos gaz à effet de serre, parce que ça, c'est le grand enjeu. Hein. L'accord de Paris, j'en ai parlé la dernière fois rapidement, mais des objectifs sur lesquels les pays se sont entendus, c'est de limiter le réchauffement de la planète d'ici 2030. Parce qu'après 1,5 degré d'augmentation, là, il y a beaucoup plus d'effets qui sont en domino, là, qui vont aller en s'accélérant. Ça devient plus ingérable et plus intolérable pour l'humanité. Fait que l'idée, c'est de rester en bas de 1,5 degré d'augmentation. Fait que pour faire ça, il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Puis vous nous aviez dit qu'à Laval, c'était beaucoup l'automobile qui créait vraiment le plus gros problème était l'automobile. C'est ça, le transport à Laval, c'est 69 de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est énorme. Bien, on hérite d'une ville qui a été bâtie dans les années 50, 60, 70, où l'auto était vraiment la reine, basée sur le modèle américain classique. Puis en plus, Laval, il faut s'en rappeler, c'est la fusion de 14 municipalités qui n'étaient pas reliées entre elles non plus. Le transport en commun n'a pas été pensé puis développé d'un point de vue global à Laval. C'était un mélange de plein d'urbanismes différents puis de milieux qui n'étaient pas connectés avant. Là. D'ailleurs, ça me fait passer à une question. Ce matin, j'ai eu du retard. J'étais dans le trafic. Laval est conçu, l'autoroute des Laurentides, l'autoroute qui nous amène à Montréal, il y a 175 000 voitures qui passent par jour là. Et avant, ils passaient. Maintenant, on est arrêté. On a l'autoroute 440, on a l'autoroute 13. C'est impensable de pouvoir régler ça. Je le sais qu'un jour, on va avoir toutes des voitures électriques, mais en entendant quand même que Laval s'implique de cette façon-là, on a toujours ces autoroutes-là qui traversent la ville parce qu'elle a été bâtie de cette façon-là. Oui. Puis l'électrification des autos solo, c'est bien. Ça diminue à court terme les gaz à effet de serre. C'est passé. Mais d'abord, il y a plein de problèmes. Hein? Ça veut dire les batteries, les minéraux, tout ça. Ça veut dire exploiter des mines qui ont des conséquences environnementales vraiment intenses. D'abord, au début du cycle de la batterie, puis à la fin de sa vie, ça fait beaucoup de batteries à gérer. C'est super toxique. On ne sait pas encore vraiment qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Là. Donc, on réduit un problème et on en crée d'autres. Puis ça reste l'auto solo. Oui. Électrique ou pas, le trafic sur les autoroutes, il va rester le même. Je l'ai vu ce matin. C'est ça. Moi, le premier, on est tous tout seuls dans notre voiture. Les enjeux de sécurité liés à l'auto, là, ça va rester là pareil, qu'elle soit électrique ou pas. Le coût d'entretien des routes, c'est phénoménal dans le budget de la ville, là, combien ça nous coûte par année de dizaines et dizaines et dizaines de millions de dollars pour réparer nos routes, que ce soit électrique ou un moteur à explosion, là. Ça va être les mêmes problèmes. Fait qu'il faut aller au-delà de juste électrifier le transport. Il faut vraiment aller vers le transport alternatif, donc qu'il soit collectif, hein, les autobus, un peu comme le REM, ils font dans toutes les zones. Le REM, exactement. Puis le REM, il est électrique. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Absolument. Mais en fait, il ne faut plus penser le transport en termes de comment transporter des véhicules. Il faut penser en termes de mobilité, comment on transporte des gens. C'est pas les véhicules qu'il faut transporter. C'est pas la même affaire. C'est les humains qu'il faut transporter. Puis il y a plein de manières plus efficaces et plus écologiques de transporter les humains que chacun dans son auto. Les gens se posent la question, on parle beaucoup du REM. Pour le moment, c'est une solution vraiment, une très bonne solution.
On l'a à Laval, on va l'avoir à Sainte-Dorothée, exact. Laval-sur-le-Lac, L'île Bigra. l'île Bigra. Ça, c'est à court terme. Il va être lancé bientôt. On sait qu'il y a une annonce d'un REM de l'Est. Il y a une sortie de plusieurs maires et mairesses de Rive-Nord et Laval pour demander à ce qu'ils passent aussi par Laval, ce tracé-là. Parce que là, pour l'Est, on est juste à l'étape du design, là, au début du projet. Fait qu'on ne sait pas trop. Mais c'est déjà bon. Ça serait, ben oui, on sait qu'il va en avoir un, mais là, on s'est dit, ben là, il faudrait qu'il passe par le quartier Saint-François pour aller ensuite à Terrebonne puis Mascouche pour justement permettre aux gens de la Rive-Nord de passer par Laval. D'ailleurs, plusieurs personnes de la Rive-Nord travaillent à Laval, ils ne s'en vont pas à Montréal non plus. Fait que ça pourrait attirer des travailleurs là, de façon plus intéressante, moins de trafic. Mais aussi s'assurer que les gens de l'Est, qui sont quand même plus cloisonnés dans Saint-François, là, ben, on puisse aller à Montréal, on puisse aller sur la Rive-Nord de façon plus intelligente. Fait que le transport en commun, c'est un morceau de l'équation, très certainement, mais il y a le transport actif aussi. Donc, on parle de davantage de marche, de vélo. Et là, on a un projet de trottinette électrique là, qui s'en vient pour la première fois cette année à Laval. On avait parlé du Bixi il y a 2 semaines, puis bravo. Et les racks sont toujours vides. Fait que ça marche. C'est utilisé, c'est ça. Puis Bixi fonctionne comme ça. Hein. Ils analysent, c'est comme Communauto, tout ce qui est en partage, ils analysent est-ce que c'est efficace ou pas pour voir l'an prochain où est-ce qu'on en met des stations supplémentaires ou pas. Fait que c'est sûr qu'effectivement, là, il y a une place où le rack est tout le temps plein. C'est pas encourageant, mais là, au contraire, effectivement, ils sont tout le temps pris. Et là, cette année, il y a des kilomètres de rues qui sont transformés pour faire en sorte que d'abord, on ajoute des pistes cyclables et celles qui étaient déjà présentes, on les sécurise, on les transforme pour donner le goût de faire ce transport actif. Ça m'amène à porter, nous aussi, sur le Boulevard industriel, on a une piste cyclable et je sais qu'il y a un aménagement qui s'en vient. Oui. On n'en voit pas de vélo. Le fait puis je vous le dis, là, ça fait 15 ans qu'on est ici, puis on n'en voit pas de vélo. Au début, on était tous frustrés parce que ça nous enlevait le stationnement qu'on avait le droit de se mettre dans la rue. Puis après, on se dit, bon, on comprend, c'est pour le futur, mais comment on va faire pour en voir des vélos? C'est quoi le plan pour dire, bon, quand tu t'en vas dans le parc industriel, là, il faut que tu prennes la piste cyclable, il faut que tu prennes ton vélo, parce que c'est pas juste de faire des chemins, il faut éduquer les gens aussi. Exactement, c'est la culture du transport actif, la culture du vélo qu'il faut développer. Ça commence dès le jeune âge. C'est pour ça que depuis 2 ans, on a des jardins de circulation qu'on appelle, là, donc des parcs aménagés avec des lignes à terre, des cônes, des trucs le fun, là, pour que les parents puissent amener les tout-petits, leur apprendre à faire du vélo, à tourner, à faire les stops, là, de façon sécuritaire et ludique, pour donner, dire c'est le fun de faire du vélo. Fait que ça, on n'avait pas ça avant. Fait que là, on veut... Mais c'est drôle, nous, moi j'ai 62 ans, quand on était jeunes, c'était que du vélo. Ça a disparu avec le temps et on va revenir là-dedans. Mais c'est mes parents qui m'ont dit, bon non, tu n'auras pas d'auto, tiens, là un bicycle à pédale, là un vélo. Ils étaient visionnaires. Bravo à vos parents. À notre époque, nous autres, il n'y avait que des bicycles. Il y en avait. C'est disparu, mais je comprends qu'il faut les ramener. C'est ça, on les ramène. Puis aussi, les pistes cyclables plus vieilles, bien souvent, elles n'ont pas été bien conçues. T'sais, là, le standard or d'une bonne piste cyclable, c'est qu'elle est séparée par des bolards. C'est plus des pistes cyclables qui vont dans les 2 directions. Ça, il peut y avoir des accidents entre cyclistes. Là. Ça donne pas le goût d'y aller puis d'envoyer ses enfants à l'école, mettons, à vélo. Là, il manque l'aspect de sentiment de sécurité. Fait que ce qu'on fait, c'est vraiment de transformer ces pistes cyclables-là. Puis évidemment, les nouvelles, on les crée. Là, tout est passé. Tout est passé. Là. Puis à chaque fois qu'on doit refaire une rue, puis souvent, c'est parce qu'il faut faire les tuyaux qui en dessous, les égouts, l'eau, etc. Bien là, on en profite pour se dire, hey, c'est quoi le potentiel de cette rue-là? Fait qu'il y a une transformation systémique, dans le fond. À chaque fois puis on en fait là, des kilomètres à chaque année là, de resurfaçage ou de transformation d'une rue. Fait qu'on en profite pour améliorer grandement le réseau. D'abord, l'augmenter, puis on a encore des centaines de kilomètres en banque là, sur l'objectif de kilomètres. Puis ensuite les rendre plus agréables et plus sécuritaires. Et la dernière fois, vous nous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est que la voiture passe plus de temps stationnée. Ah oui, 95%. 95%. C'est ça les statistiques. Fait qu'on se dit, on paye quelque chose, des dizaines et des dizaines de milliers de dollars, qui finalement nous est utile seulement 5% de sa vie utile. C'est donc bien vrai. C'est un peu
absurde. Et quand je dis parler de mobilité des gens tantôt versus des véhicules, ça, il faut réfléchir autrement. Puis quand on dit donner le goût de faire du vélo, d'utiliser d'autres moyens de transport, bien, ça vient aussi par enlever d'une certaine manière le goût d'utiliser sa voiture. Tu sais, je prends comme exemple le programme Une rue pour tous que la Ville de Laval lance cet été, qui est vraiment de transformer le rapport justement à la mobilité. Une rue pour tous, ça vient diminuer la vitesse partout sur le territoire. Fait que là, tout d'un coup... À 40 km/h. Celles qui étaient à 40, ils descendent à 30, 60 à 50. Donc, on est vraiment là, on va être un niveau d'apaisement beaucoup plus grand dans les quartiers. Ce qui a plein d'effets. Là. Puis évidemment, l'environnement, mais je veux en mettre un sur la santé aussi. Oui. Là. Les statistiques, là, si on se fait frapper en voiture par quelqu'un qui roule à 40 versus quelqu'un qui roule à 30, le pourcentage de survie puis de moins de blessures graves est disproportionnel. Tu sais, vraiment, ça va diminuer beaucoup, beaucoup, beaucoup les risques d'accidents. Puis quand il y en a des accidents, bien, la gravité des accidents. Fait qu'on prend soin de la santé des gens. Mais aussi, quand tu te dis, hey, l'épicerie qui est à 5 minutes, mais là, tout d'un coup, si je peux y aller moins vite, c'est un peu plus pénible d'y aller en auto, bien peut-être que là, je vais y penser à 2 fois. Dire, hey, je peux prendre mon vélo, surtout si j'ai 4-5 affaires à amener. Je vais prendre mon sac ou je vais mettre mon petit panier en avant, puis ça devient plus rapide. Notre mère arrive d'un voyage d'une dizaine de jours dans les pays scandinaves. Et il vous en a peut-être parlé, mais un des acquis qu'il a appris, là, qui nous a ramenés avec enthousiasme, là, c'est qu'il est allé à Copenhague. Copenhague, c'est comme la ville du vélo là, par excellence, peut-être avec Amsterdam. Puis il dit finalement, là, les gens, là, ils font pas beaucoup de vélo pour l'environnement ou par altruisme, c'est plus efficace. Ils gagnent du temps, puis d'ailleurs, ils sont pas mal plus en forme. Oui, absolument. mais ils se rendent du point A au point B, ce qui est le B à bas du transport, plus facilement, puis ils se stationnent plus facilement. Ils n'ont pas à tourner en rond pour trouver un parking. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Non, ils l'ont amené à devenir comme ça. Exact. La ville de Copenhague était une ville d'auto à l'époque, puis ils ont transformé la ville avec une volonté, une direction. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Puis donc, les aménagements dont je parlais tantôt, ils ont fait ça. Ils sont encore beaucoup plus loin. Là. Ils ont même des lumières, des feux de circulation qui sont alignés à la vitesse du vélo pour prioriser les vélos. Donc, ils sont arrivés où ils travaillent fort. C'est pas le Costa Rica, là. C'est le Danemark. Il fait froid en hiver. C'est un pays scandinave. Là. Fait que c'est des conditions qui nous ressemblent aussi. Fait que c'est possible. En parlant de froid, je regardais dans le programme que vous avez, 4 millions en subvention. J'ai été stupéfait d'apprendre qu'il y a encore beaucoup de maisons qui chauffent au mazout. Il y en a beaucoup trop, malheureusement. C'est toutes des vieilles constructions, les maisons neuves, ça n'existe plus. En fait, c'est plus légal au Québec là, de construire une maison chauffée au mazout. Puis d'ailleurs, c'est plus légal de réparer une chaudière au mazout au Québec. Fait que là, on est bien content. Par contre, il y en a qui sont bonnes encore pour très longtemps. Puis comme je disais tantôt, là, l'urgence numéro 1, c'est de réduire nos GES, nos gaz à effet de serre. Et le mazout, c'est extrêmement polluant. Donc, on va plus loin que les autres villes du Québec, que le Québec dans son ensemble, en fait. Donc, nous, on a une double mesure d'éco-fiscalité. L'éco-fiscalité, là, c'est la carotte puis le bâton, là, grosso modo. Fait qu'on y va avec une carotte. T'sais, on a une nouvelle taxe, en fait, sur le mazout pour dire, bien là, on va augmenter le côté pénible. On va aller fouiller dans ton portefeuille parce que tu chauffes au mazout. Mais cette taxe-là, elle sert à payer une subvention. Génial. Quand tu veux changer, on est prêt, on est là pour t'aider à subventionner. Hydro-Québec, probablement aussi, aide. La ville est en surplus. Donc, il y a déjà une subvention provinciale, puis nous, on dit c'est tellement urgent, c'est tellement important qu'on prend de notre budget, puis on Est-ce qu'on doit attendre que notre système de chauffage soit fini? Idéalement pas, en fait. Là. C'est tellement polluant le mazout que dès que possible, là, si vous avez du chauffage au mazout, là, allez-y parce que c'est vraiment, vraiment important. C'est drôle parce que vous regardez la caméra en disant ça. C'est quoi le plan que vous avez aussi pour informer la population? Parce que moi, je pense que une fois que tu vas le changer, ça ne coûte plus grand-chose pour être... À la saveur du jour, à chauffage électrique. Non, tout à fait. Vous informez comment les gens pour...
Bien, avec Hydro-Québec, on sait combien de personnes chauffent au mazout. OK. Oui. Ils sont capables de nous aider à cibler les bonnes personnes. Puis on a des efforts de communication là, dans les médias, bien, d'ailleurs ici, mais dans nos médias écrits, sur Internet aussi. Il y a des publications. Dans notre Vivre à Laval, hein, qui est notre livre, notre magazine qu'on reçoit tous les 3 mois. Donc, on fait rayonner de façon intéressante. Puis d'ailleurs, pour lancer le plan climatique, on a une nouvelle, puis là, je sors un petit peu, mais une nouvelle murale qui a été créée là, par une artiste sur une surface extérieure. Elle est absolument magnifique, juste à la sortie du pont Viau, sur notre usine d'eau potable. Si vous arrivez de Montréal, à la droite, là, vous allez voir une grande murale artistique qui parle de notre plan climatique, qui est absolument magnifique, parce qu'on en est fiers. T'sais. Il y a eu beaucoup cette perception-là au départ que pour le climat, il faut se serrer la ceinture, il faut souffrir, il faut diminuer. Non, pas du tout. Là. Il y a des changements super positifs. Puis ça fait en sorte qu'on a une collectivité. Beaucoup de ces changements-là apportent des changements positifs dans notre vécu. T'sais, les pistes cyclables dont je parlais tantôt, c'est une communauté qui est plus serrée, qui prend plus de temps, qui est plus en forme, qui a moins de trafic. Il y a beaucoup de changements qui vont amener vraiment des sourires sur les visages des Lavallois. Dans le fond. Puis qu'on va se rendre compte aussi, parce que 6 millions pour les véhicules municipaux, ça veut dire que vous avez aussi mis un montant d'argent, parce qu'on commence par chez nous-mêmes pour montrer l'exemple. L'exemplarité, là, et la flotte de camions, la flotte d'automobiles à Laval, c'est énorme. On en a beaucoup, puis on innove là-dessus, sur la flotte de véhicules, mais sur nos bâtiments aussi, là, je pourrais y venir après. Mais sur nos véhicules, effectivement, là, on en a beaucoup pour des inspecteurs, des cibles, il y en a plein. Et là, la directive, c'est d'aller évidemment électrique le plus possible. On installe des bornes. Encore la semaine prochaine, il y a une inauguration de nouvelles bornes. Donc, on travaille avec des partenaires aussi pour les véhicules, mais les installations aussi. Il faut que ça soit facile. L'alternative, là, c'est correct, là, il n'y a plus de la station-service, mais il faut trouver une place facilement. Fait que la ville, elle installe des bornes aussi de façon significative. Puis on s'en va tranquillement, puis on analyse ça, la possibilité de faire notre flotte électrique en partage avec les citoyens. Disons, de 9 à 5, là, des véhicules qui peuvent servir à des gens qui travaillent dans un bureau et qui ont besoin de se déplacer. C'est parfait, ils en ont besoin. Mais le soir, le fameux 95 d'autos inutilisés, mais pourquoi est-ce que les citoyens ne pourraient pas les utiliser, ces autos-là? Ça se fait ailleurs. On pourrait importer ce système-là. Comme ça, en plus, on maximiserait. Puis tu diminues ta flotte. On diminue la flotte, on diminue le besoin pour les citoyens d'acheter une auto. Donc, tout le monde est gagnant au plan financier, au plan d'entretien des routes, au plan, à tous les plans, en fait. C'est passionnant, les idées que vous avez, puis c'est quand même un travail énorme. Il y a quelque chose de formidable. 9 millions pour planter des arbres. Absolument. On va les planter où, les arbres? Bien, en fait, on a depuis peu une cartographie complète de la canopée. La canopée, c'est quand on voit dans le fond du haut là, le vert, là, les arbres. Puis ça fait partie de l'orientation 1. Une des plus, il y a 9 grandes orientations là, dans le plan climatique, à la fois pour réduire et pour s'adapter. L'orientation 1, ce qui est le fun, c'est qui est lié à la biodiversité, les écosystèmes et les infrastructures vertes. C'est qu'elle est à la fois dans la réduction des gaz à effet de serre puis l'adaptation au climat. Parce que malgré là, tous nos grands génies, nos grandes technologies, là, la meilleure technologie qu'on a trouvée pour capter des GES, ça reste des arbres. La nature est bien Ça reste la nature. Fait qu'il y a quelque chose de très urgent, puis je dirais même avant de planter des arbres, il faut garder ce qu'on a. Vous avez d'ailleurs acheté beaucoup, vous nous aviez dit la dernière fois. Exactement. L'idée, un de nos engagements, c'était de consacrer 100 millions de dollars à la protection des milieux naturels. Et on le fait, si je pense à l'île Loka qu'on a acheté l'année passée dans la rivière des Mille-Îles, qui est un écosystème extraordinaire. Puis c'est pas juste les arbres, hein, les milieux humides aussi captent le gaz à effet de serre, les marais. Puis d'ailleurs, outre ça, la biodiversité aussi, là, pas juste les GES, c'est extrêmement important. Fait que la sauvegarde des milieux naturels, elle est vitale pour à la fois diminuer nos gaz à effet de serre, capter ce gaz-là, mais l'adaptation aussi, parce que il n'y a rien de mieux. Puis à nouveau, là, on invente des technologies, on a des digues, puis tout ça pour gérer les inondations. Puis on sait, les inondations avec les changements climatiques, il y en a de plus en plus. Et c'est violent. Et c'est violent, c'est ça. Mais la meilleure technologie qu'on a trouvée pour réduire les inondations, c'est des milieux humides. C'est leur fonction de capter l'eau. Puis des grands érables, là, quand ça boit de l'eau, là, c'est des centaines de litres par jour. Donc,
c'est hyper important de les protéger, alors que l'ancienne pensée, c'était on rase tout ça, on fait des condos, puis avec ça, on a des taxes municipales, puis on peut faire plus. Alors que là, non, on appelle ça des solutions basées sur la nature. Et on se rend compte à quel point les écosystèmes nous rendent des services aux humains aussi qu'on ne pensait pas. On n'avait pas conscience de ça. Donc, l'orientation numéro 1, ça commence par là. Oui. Il y en a 9. Si on en nommerait 2 autres, ce seraient lesquels vous nommez? Bien, l'adaptation de la santé humaine. Là, on passe des écosystèmes aux êtres humains. Il n'y a rien de pire dans nos étés qu'on a vécu dans les dernières années que nos moments de canicule. Puis on le dit très peu souvent, mais à chaque fois qu'on a des canicules, il y a des gens qui meurent. Oui, clairement. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc surtout les populations vulnérables, les personnes aînées, des gens qui ont des problèmes respiratoires, c'est vraiment terrible. Et là, on a cartographié nos îlots de chaleur. On a 12 % du territoire qui est en îlot de chaleur. Donc d'ici 5 ans, c'est beaucoup. 12 %. C'est beaucoup. Bien, Laval, on est aussi reconnu comme étant cette grande ville de stationnement. Je pense au centre-ville qui a été bâti justement dans les décennies dont on parlait plus tôt, où c'était normal. On voulait plus de gens là, qui viennent magasiner, puis à Noël, c'est plein. Puis là, on n'est plus là du tout. On veut diminuer la quantité d'îlots de chaleur et donc à la fois agir des deux côtés. C'est diminuer le béton, diminuer la minéralisation, puis augmenter les arbres. D'ailleurs, on a une super belle mesure d'écofiscalité à nouveau pour ça exactement, là, qui a été adoptée il y a quelques semaines à peine. C'est une taxe sur les stationnements. Oui, j'ai entendu parler, comme par exemple le Carrefour. Toute sa superficie asphaltée, bien lui, il va avoir une taxe à payer pour ça. Exact. Là, on parle des grands stationnements dans le centre-ville. C'est vraiment la première étape. Il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Mais il y a les îlots de chaleur, mais il y a aussi tout le ruissellement des eaux. Parce qu'on sait aussi qu'un des impacts des changements climatiques, c'est des précipitations beaucoup plus denses, rapides et fréquentes. Puis des fois, on ne les voit pas venir. Ils viennent plus rapidement. Et ça, pour la ville, c'est vraiment terrible au niveau de notre gestion des eaux pluviales. Puis ça fait des fois, quand on n'est pas quand il y a un surplus d'eau, tout d'un coup, là, une forte averse, bien, on fait des subverses. Fait qu'on doit, en fait, laisser aller l'eau dans nos tuyaux, des fois dans les rivières. C'est vraiment pas terrible. Là, on veut vraiment pas faire ça, mais des fois, on n'a pas le choix parce que l'eau arrive tout d'un coup puis on est trop pris. Et les stationnements causent beaucoup ça parce que l'eau, elle ne peut pas s'écouler nulle part. Là. En fait, elle s'écoule, mais elle va dans les égouts. Là. Alors fou, que, en fait, on n'y pense pas nécessairement, mais ça a des impacts vraiment majeurs et c'est des coûts énorme pour la ville, gérer son eau potable. C'est des éléments du budget vraiment importants. Donc, quand on verdit un stationnement, par exemple, ou quand on fait des cases alvéolées ou d'autres mesures qui captent l'eau, bien, on fait d'une pierre deux coups. On défait on déminéralise pour planter donc plus d'arbres, plus de captation de GES, moins d'espace. En fait, 3 coups, une pierre 3 coups. Parce qu'on dit aussi, bien, il y a moins de place pour l'auto. Il faut penser à d'autres façons d'y aller. Donc, je reviens tantôt à la culture de la mobilité. Et on aide à diminuer le ruissellement des eaux et donc notre gestion des eaux pour éviter les surverses dans les rivières. C'est reçu comment par ces grandes entreprises qui ont des stationnements énormes? Il y a une collaboration qui, de leur part, j'imagine, ils n'ont pas le choix. Bien, oui, c'est ça. Il y a cet aspect-là où ils n'ont pas le choix, mais dans l'écofiscalité, comme je disais tantôt, il y a la carotte puis le bâton. Là, le bâton, c'est la taxe. Mais d'une part, ça incite les gens à diminuer leur surface minéralisée pour avoir moins de taxes à payer. Mais on a aussi un programme avec nos amis de Canopée, l'organisme qui gère les boisés, de plantation. Donc, après ça, on veut vous aider à verdir vos stationnements. Fait qu'on n'est pas juste là à inciter à le faire. C'est ça. C'est pas le but de l'exercice. Non, une mesure d'écofiscalité, là, sa mesure de succès, c'est quand elle n'existe plus parce qu'elle n'a plus besoin d'exister. Parce que le changement a été opéré. Ce n'est pas une façon pour la ville de faire des sous, c'est une façon pour la ville de changer les comportements. Donc, le jour où il n'y aura plus de taxes sur les stationnements, c'est que tous nos stationnements vont être gérés de façon écologique, vont capter les eaux, il y aura des arbres partout, peut-être des jardins de pollinisateurs. Le stationnement qui sert juste à parquer des chars, là, on laisse ça au 20e siècle. C'est plus ça, un stationnement. Il faut qu'il y ait des places pour le transport actif, l'électrification. Pourquoi pas une placette pour se rencontrer, que ça soit vert. Ça, c'est un stationnement du 21e siècle qu'on veut. Vous êtes passionnant.
Puis ce que je retiens, le temps va très vite, c'est que ce qui est intéressant de la manière que vous nous amenez ça avec tout le travail de la ville, c'est que c'est pas pour... Vous nous obligez pas, vous nous informez, ça nous intéresse, puis ça nous donne vraiment le goût d'embarquer, parce qu'il faut que la population lavalloise embarque dans ce concept-là pour pouvoir y arriver. Mais vous l'avez, la façon de le faire pour vrai. On dit pour qu'un changement arrive, il ne faut pas donner le goût aux gens d'embarquer dans l'avion, il faut donner le goût aux gens de la plage qui est au bout. Après ça, on va s'arranger pour entrer dans l'avion. En parlant de plage, on a des beaux endroits ici à Laval aussi. Oui, on a Puis je sais que ça fait longtemps qu'on travaille pour rendre ça accessible. Oui. Mais si on devient plus vert partout, on va avoir envie d'y aller plus souvent. Oui. Puis même depuis l'an passé, on a ouvert une plage municipale. Dans les années 40-50, Laval s'était reconnu là, pour venir faire... C'est-tu la barre à plouf dans ce... Il y en avait partout, beaucoup la rivière des Mélines, parce que le courant est un peu moins élevé. Mais là, la berge des 80 dans Fabreville, c'est ouvert depuis l'année passée. La qualité de l'eau est testée à tous les jours. Puis là, c'est vraiment une belle plage. Puis là, en ce moment, on est en train de planifier l'aménagement de la berge du Commodore, qui avait été achetée par la ville il y a quelques années pour stopper des constructions de condos. Oui, encore. Puis là, ça va être un beau parc accessible à tout le monde sur le bord de l'eau, puis il y a une consultation en cours pour ça. Écoutez, on va récupérer nos rivières. Écoutez, on vous avait demandé une demi-heure, on aurait dû vous demander une heure. Mais je pense qu'on devrait se voir plus régulièrement là-dedans parce que c'est pas rien qu'un plan pour la ville, c'est un plan vraiment pour la société lavalloise et on doit embarquer là-dedans. Puis moi, j'embarque, je vous suis là-dedans, il n'y a aucun problème, on va commencer à travailler là-dessus. C'est un travail collectif, qu'on compte sur vous, puis on compte sur vous aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation, puis on devrait le refaire plus souvent parce que c'est vraiment important. J'accepte avec grand plaisir. Merci.